Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Hard & Chill. Ça fait longtemps, ça fait pratiquement 4 ans je pense que je n'avais pas sorti de nouvel épisode. Pour ceux qui n'étaient pas encore sur la chaîne quand j'ai arrêté, c'est simplement un concept dans lequel je parle avec vous d'un sujet, on en discute. Enfin bon, pour le coup c'est plus moi qui vous en parle et après vous pouvez réagir dans les commentaires. Et à chaque fois on traite un sujet, que ce soit de l'actualité ou non. Et rassurez-vous, ce n'est pas une série dans laquelle les épisodes se suivent, donc si vous n'avez pas vu les anciens, c'est pas grave du tout. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait en fâcher certains, qui pourrait offusquer des gens, parce que j'attaque un petit peu leur niche, qui est aussi la mienne, hein. Et ce dont je vais vous parler n'est pas forcément quelque chose que je souhaite voir arriver, mais quelque chose que j'ai l'impression de voir venir depuis quelques années et qui se confirme de plus en plus. La fin du PC tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc le format des PC qu'on utilise, l'aspect qu'ils ont, la méthode de consommation aussi, ce que va devoir acheter le consommateur pour se faire un PC, et aussi les nombres de marques qui exercent dans le milieu. Il y a eu beaucoup de changements pour les marques depuis 2023, et là en 2024, ça s'est vraiment accéléré. On voit beaucoup parler en ce moment sur les réseaux, sur YouTube, de la potentielle fin d'Intel, de leur chute en enfer. Corsair, qui n'est pas en très bonne santé non plus, enfin du moins n'ont pas atteint certaines prévisions. Et il y a d'autres petites rumeurs sur certaines marques qui vont pas tarder aussi à faire parler d'eux, notamment à cause de certains licenciements. Mais enfin bref, tout ça on va en parler, mais je pense qu'avant ça, il faut remettre un petit peu de contexte. Le gaming sur PC, ça date vraiment pas d'hier, ça date pas d'il y a 10 ans, ça date pas d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était déjà en place. Et à cette époque, il y avait plusieurs modes de consommation pour le gamer. Soit il avait du pognon et pouvait acheter son propre PC, c'était assez rare les gens qui montaient eux-mêmes leur PC. Il y en avait, mais c'était les plus techos et ceux qui étaient le mieux renseignés, parce que aujourd'hui, il suffit d'aller sur internet, que ce soit sur Google, sur YouTube, peu importe, pour savoir comment monter son PC et où acheter ses composants. À l'époque, c'était beaucoup trop niche, il fallait soit être du milieu, soit avoir le nez dans tous les forums existants, et encore ces forums, il fallait les trouver. Mais donc bref, la première méthode de consommation, c'était donc d'avoir son propre PC ou de jouer chez un pote, ou alors d'aller dans un cybercafé, qui semblait être le plus facile, puisque ça nous permettait de faire des petites parties de 1 heure, 2 heures, à coût de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, même si au final, je pense que ceux qui étaient consommateurs de ce mode-là dépensaient beaucoup plus d'argent que s'ils avaient acheté eux-mêmes leur PC, mais c'est juste qu'ils devaient pas tout débourser comme ça d'un coup, et que forcément, ils se rendaient pas compte de tout le pognon qu'ils mettaient dedans. En parallèle, il y a le gaming sur console qui commence à monter, donc des consoles de plus en plus performantes, de plus en plus accessibles et faciles à utiliser. Et évidemment, ça a évolué également sur PC, puisque les développements de jeux se font sur PC. Mais ce qu'il y a, c'est que les consoles c'était moins cher, c'était plus facile à avoir et à utiliser. Parce que si aujourd'hui sous Windows tout est super automatisé, je peux vous dire qu'à l'époque installer une imprimante c'était un enfer, hein. Et en parlant de Windows, laissez-moi vous parler de VPureCDKey qui est le sponsor de cette vidéo. VPureCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer. Et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas, ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à VPureCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Et puis avec le temps, ça a commencé à se démocratiser, surtout on a vu des choses apparaître qui ont, je pense, ouvert beaucoup de portes et qui ont donné à beaucoup plus de gens l'envie de s'y lancer. Par exemple, les MMORPG, World of Warcraft, Dofus, ou Dofus si vous voulez, hein, je m'en fous de la prononciation. J'ai joué pendant 10 ans, ça a toujours été un éternel débat. Et il y a eu aussi du Guild Wars qui a eu sa grosse communauté, mais tout ça, c'était encore assez niche. L'arrivée des consoles next-gen arrive, donc PS3, Xbox 360, par la suite PS4, Xbox One. C'est toujours le marché de la console qui domine le plus, et en parallèle, le marché du PC évolue, mais toujours de façon assez niche. Et puis, il y a eu un jeu qui est sorti d'abord sur console et qui est sorti, je pense, 1 an plus tard sur PC, qui a vraiment changé beaucoup de choses. Et ce jeu, mesdames et messieurs, on l'appelle GTA V. GTA V, il est donc d'abord sorti sur console, ce qui fait que ça a vendu pas mal de consoles, hein, puisque même si des gens avaient déjà un PC, ils étaient beaucoup trop impatients et ne pouvaient pas attendre 1 an avant de jouer au jeu, donc on achetait les consoles. Mais 1 an après ça, quand GTA V est sorti sur PC, il y a quelque chose qui est sorti en parallèle, et ça s'appelle GTA Online, qui était donc inclus au jeu GTA V. Et GTA V plus le Online, même s'ils étaient déjà disponibles sur console, ils ont fait vendre beaucoup de PC, notamment parce que le jeu était vachement plus beau et fluide sur PC. Suite à ça, il y a une nouvelle niche qui s'est créée grâce à GTA Online, qu'on appelle GTA RP, en passant par FiveM, qui a
été super populaire sur YouTube et Twitch et qui l'est encore beaucoup aujourd'hui, et qui du coup a fait créer plein de petits serveurs 5M sur lesquels les gens avaient envie de jouer, chose qui n'était pas possible sur console, donc ça a fait basculer aussi des gens sur PC. Il suffit de voir le nombre de vidéos et le nombre de vues que ça a fait pour savoir comment installer 5M sur son PC et comment jouer à GTRP, pour se rendre compte à quel point le truc, même s'il était niche, ça engageait énormément de joueurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui a contribué à faire monter pas mal le marché de l'hardware. Des marques qui étaient déjà bien présentes, qui commencent à devenir super puissantes, des marques nouvelles ou alors juste pas trop connues, qui réussissaient pas trop, qui ont commencé à émerger en force, et certaines marques existantes déjà qui commencent à dédier des sections vraiment au gaming, par exemple Gigabyte qui a créé Aorus. Et dans ce marché-là, ils ont bien compris qu'il y avait une énorme vague de jeunes qui arrivaient, de consommateurs très jeunes. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir des composants de plus en plus stylisés, typés gaming aujourd'hui, avec plein de RGB, de vitres teintées et tout, parce qu'à l'époque, les vitres teintées, c'était vraiment rare. On avait le droit du plastique dégueulasse, de l'aluminium et des vitres en plexiglas. Et puis on a Fantex qui arrivait avec ses boîtiers full verre trempé et que tout le monde a kiffé, tout le monde a acheté du Fantex, donc tout le monde a foutu du verre trempé. Et les produits ont commencé à vraiment changer d'un point de vue esthétique. Et bon, on a un marché qui est fleurissant, qui évolue. Moi, totalement par hasard, c'est dans cette période-là que je crée ma chaîne. Donc, dès que je fais une vidéo comment monter son PC ou quel composant ou quel périphérique acheter, ça pète, ça fait des vues. Et tous ceux qui créent des chaînes en parallèle, s'ils le faisaient bien, s'ils faisaient les vidéos correctement, ça pétait aussi. Et dans cette période-là, on a commencé à tous un petit peu monter, mais il y a un élément, mes amis, qui a vraiment tout fait péter. Un jeu qui a connu un succès mondial, qui depuis quelques années s'estompe, mais fonctionne encore plutôt bien. Mais voilà, je pense que j'ai même pas besoin de vous dire le titre du jeu, parce que ce jeu a fait émerger des carrières, a fait émerger encore plus l'e-sport, il a fait naître des youtubeurs et des streamers, à les faire monter, enfin c'était un truc de fou. Et bien que ça me fasse mal de l'admettre, de dire que c'est à cause ou grâce à ce jeu que tout est arrivé, que tout a commencé à exploser, eh bien je vais quand même le faire, mesdames et messieurs, ce jeu s'appelle Fortnite. Fortnite, mes amis, il a vu le jour sur PC avant de voir le jour sur console, à peu près 5, 6, 7 mois avant. Et le jeu est tellement vite devenu populaire et a tellement fait parler de lui, et il y a eu tellement de vues qui ont été brassées dans tous les sens sur les réseaux, que tout le monde voulait un PC pour jouer à Fortnite, enfin du moins, surtout les jeunes. Il y a eu également beaucoup de gens plus âgés, de vingtaine, de trentenaires, de quarantenaires, je sais pas, mais c'était surtout les jeunes qui voulaient jouer à Fortnite, alors qu'avant ça, ils jouaient sur console. Et là, je peux vous dire que les ventes ont commencé à péter dans tous les sens. Ça déjà, ça a été un premier gros boom, et on l'a vu partout. Toutes les chaînes qui parlaient un petit peu de Fortnite explosaient, et il y a des grosses têtes aujourd'hui qui ont émergé, comme par exemple Inoxtag, comme Michou, et d'autres chaînes qui de loin tiraient un petit peu leur épingle, comme la mienne et celle des autres youtubeurs hardware par exemple, parce que la solution la plus facile pour ceux qui voulaient se faire un PC, qui voulaient l'acheter ou se le monter, c'était de regarder ce qu'on propose sur nos chaînes. Donc là déjà, premier gros boom, première explosion du PC gaming, c'est vraiment là que ça a commencé à fonctionner très fort. Et puis il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu venir, quelque chose qu'on ne pensait peut-être pas vivre, et qui a empêché les gens du monde entier de sortir de chez eux. Il fallait rester chez soi à s'occuper, à travailler en distanciel, à prendre des cours en distanciel, mais le reste du temps on était enfermé. La pandémie mondiale du Covid. Et à cette époque-là, tout le monde faisait des vues. Sur YouTube, sur Twitch qui commençait à monter en flèche. Pourquoi ? Parce que les gens n'avaient rien d'autre à faire. Mais ceux à qui ça a été également très bénéfique, des chaînes un petit peu plus niches, les nôtres, car absolument tout le monde voulait un PC. Et là, il n'était même plus question de Fortnite, il était juste question de on se fait chier, on veut un PC pour pouvoir regarder des films, jouer à des jeux, regarder des streams, ou même tout simplement pour faire du télétravail. Et évidemment, après cette énorme parenthèse, on en arrive là où je voulais en venir. Qui en a bénéficié le plus ? Le marché de l'hardware. Alors là, je peux vous dire que de 2020 aux 2 années qui ont suivi, ça a été la foire à la saucisse. Ils ont vendu, puis il y a eu les pénuries, puis il y a eu ci, puis il y a eu ça, donc les prix sont montés, et après si, ça a vendu à balle. Donc évidemment, toutes les marques ont commencé à faire des ventes de malades, des chiffres de malades, à monter en bourse, à faire ci, à faire ça. Forcément, plus il y a de travail, plus on a besoin de main d'œuvre, donc qu'est-ce qu'on fait ? On engage, on s'étend, on crée de nouveaux pôles, de nouveaux départements, de nouveaux bureaux, de nouvelles usines, de nouveaux sièges, bref, c'était vraiment l'épiphanie. C'est, je pense, le moment où ce marché a le plus fonctionné de l'histoire du monde entier. Désolé, je me suis un petit peu trop emballé, donc mon français est parti un petit peu en suicide, mais vous m'avez compris. De 2020 à 2022, ça a vendu en masse. Donc forcément, les marques ont engagé, elles ont fait des prévisions, elles se sont adaptées pour la suite, même si je pense qu'elles savaient qu'un jour ça retomberait. Mais je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ce que la chute soit si violente. En 2023, ça a commencé déjà à moins vendre pour certains, et là en 2024, je vous raconte même pas le bordel. Ce qui devait arriver arriva, après une épiphanie, après des ventes énormissimes, une montée pour tout le monde, forcément, ça doit rechuter puisque
on atteint une sorte de plafond où le consommateur totalement lambda qui d'habitude s'en fout du PC, voulait acheter un PC, mais maintenant là, et ne va plus acheter des composants tout le temps, ne va peut-être même plus jamais retoucher à son PC, enfin l'utiliser si, mais je veux dire ne pas l'update. Il y a évidemment beaucoup de gens qui le font, qui sont devenus accros, qui veulent changer leurs composants, ou alors qui veulent jouer à tel jeu, mais c'est plus possible, donc ils doivent acheter un nouveau composant. Ce consommateur-là existe, et il existera toujours, mais c'est vraiment encore une fois une niche. Et donc forcément, les marques qui avaient survendu, et du coup surengagé, surproduit à l'époque, se retrouve aujourd'hui un petit peu dans la merde. On a Intel par exemple qui subit cette chute de vente depuis 2022, je pense que la première fois que j'ai entendu parler de ça en interne de la part de quelqu'un d'Intel, c'était en 2022, que les ventes étaient moins bonnes. En même temps, ils doivent subir la montée en force de leurs concurrents, AMD, même si AMD font pas des trucs incroyables non plus en ce moment, enfin du moins dans le marché grand public en surface, parce que dans le marché pro, c'est une autre histoire. Il suffit de voir la montée en bourse d'AMD et la descente d'Intel pour comprendre qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux. Et en plus de ça, Intel a fait de très mauvais choix récemment, qui ont été rendus publics, qui ont été en quelque sorte assumés ou pas assumés par eux, je sais pas trop. Ils ont fait de très mauvais choix sur les 13e et 14e générations, et quand ça leur a été reproché, ils ont dit oui, on savait. Enfin, ça c'est vraiment très résumé, mais bon, ils se sont pris trop de choses à la fois. Après, est-ce que Intel va couler à cause de ça? Je ne pense pas, surtout que sur le côté, ils ont investi des milliards et des milliards dans des usines de semi-conducteurs, donc... Mais en tout cas, pour l'instant, dans le marché grand public et peut-être un petit peu pro, Intel sont en train de plonger très fort. Et il n'y a pas que. Du côté de chez Corsair, durant toutes ces années d'épiphanie, ça a aussi été la foire à la saucisse, dans le sens où ça envoyait des produits dans tous les sens, des budgets, des cadeaux par-ci, par-là, des trucs de Noël, bon, ça allait vraiment dans tous les sens. Et aujourd'hui, chez Corsair, c'est restriction de budget, on vire des gens, il y a je pense une dizaine de personnes qui ont été virées en Europe ou pas loin. Et si vous dites qu'une dizaine de personnes en Europe c'est pas beaucoup, parce que c'est vraiment beaucoup. Pour vous dire, en France, chez Corsair, il n'y a pas 50 personnes, ni 40, ni 30, je connais pas le nombre exact, mais ils sont pas beaucoup. Et en Belgique, je pense qu'il n'y a plus personne. En tout cas, je sais que quelqu'un s'est fait virer en Belgique il y a pas longtemps. Donc pour vous dire que ça commence à virer un petit peu partout, surtout dans les pays qui ne font pas partie du siège. Au siège de Corsair même, donc aux US, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ça commence à virer des postes qu'ils considèrent comme pas forcément utiles, donc peut-être de l'argent qu'on peut économiser, des dépenses inutiles. Et pourquoi? Tout simplement parce que Corsair, et ça a été rendu public, ont fait dernièrement beaucoup moins de chiffres qu'ils attendaient. Ils ont eu un bilan catastrophique par rapport à leurs attentes, donc c'est la panique. On va adopter une autre stratégie, on va arrêter de donner de l'argent à n'importe qui pour n'importe quoi, on va virer des gens. Pour vous donner une info sans trop aller dans les détails, parce que bon, ça reste du privé, ça reste du pro, du contrat, donc j'ai pas le droit de tout dire, mais là ça faisait à peu près 2 ans peut-être qu'on était sponsor annuellement par Corsair, donc on devait faire X vidéos par an, et on était plusieurs youtubeurs hardware à fonctionner comme ça avec Corsair depuis donc 2 ans, et maintenant... c'est terminé. Il n'y a plus personne qui est sponsorisé Corsair, sauf peut-être une personne, pour certaines raisons. Mais tous les autres, ça a été coupé parce que Corsair veut injecter son argent différemment, veut faire d'autres choses. Mais surtout, le plus important, c'est que oui, ça a viré des gens, comme ça, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans boulot. Et bon, je pense que les gens qui travaillent actuellement chez eux ont aussi cette peur de finir sans boulot du jour au lendemain. Parce que même si dans des pays comme la France ou la Belgique, il y a des contrats, il y a des... loi, des règles pour ceux qui sont en CDI, on ne peut pas virer un CDI comme ça comme on veut, même si bon, quand on est une multinationale, je pense que les règles on s'en tape un petit peu. Mais surtout quand on travaille par une société américaine, quand on est engagé par une société américaine, est-ce que les règles, est-ce que la loi française s'applique? C'est pareil pour Intel en France, avant ils étaient dans un grand bâtiment, qui n'était pas leur bâtiment, mais voilà, je pense qu'il y avait tout un étage avec plein de bureaux et tout. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus qu'une poignée à bosser dans un espace de coworking, parce que il y a sûrement des gens qui se sont fait virer, et parce que restriction de budget, ici et ça, tout va y passer. Gamer Nexus, il y a pas longtemps, a parlé de rumeurs comme quoi chez Dell, il y allait avoir aussi des licenciements de masse. Et un scandale en 2023 qui accusait Asus de suremployer des travailleurs immigrants ou quelque chose comme ça, parce que du coup, ça coûte beaucoup moins cher de les employer. Enfin, vous voyez qu'on est passé vraiment de la décadence, la dépense complètement comme ça à la volée, à il faut restreindre absolument tous les budgets. Et tout ça, tout ce qui est en train d'arriver, on le doit à plusieurs choses. Premièrement, le Covid a fait des ravages et a plongé le monde dans une nouvelle crise qui est plus grosse que les autres, je pense. Enfin, je ne suis pas calé là-dedans et je me suis pas assez renseigné, mais je pense que ça commence vraiment à être le bordel. Les gens ont de moins en moins de thunes et tout augmente de plus en plus, ça devient vraiment compliqué. Covid qui, en plus de ça, a créé ce déchaînement des marques de on va dépenser de l'argent, on va engager, et maintenant, ils doivent virer tout le monde. Deuxième chose, le cloud gaming, il n'y est pas pour rien non plus. J'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça, mais aujourd'hui, que ce soit sur des consoles portables, que ce soit sur des PC pas chers, sur des phones, peu importe, le cloud gaming est en train de prendre une grande place, parce que le cloud gaming permet de jouer à des jeux, si vous avez une bonne connexion, avec un PC
éclaté, ou même une console portable. Regardez, cette console portable qui ressemble un petit peu à une Switch ou à une grosse PSP, s'appelle la Aya Odin. Cette version coûte 500 €, je pense, parce que c'est la plus grande, mais il me semble qu'il existe une version à peut-être 200 ou 300 €. Elle tourne sous Android, donc on peut mettre des émulateurs, tout ça, mais surtout on peut y installer des trucs de cloud gaming comme le GeForce Now d'Nvidia ou même le Xbox Cloud, et bon bah avec une console qui coûte 200-300 €, je peux jouer aux plus gros jeux avec ce petit truc. Et ça c'est possible aussi avec la Steam Deck, avec la ROG Ally, avec la G-Cloud de Logitech, avec la Razer Edge, avec plein de choses, même le smartphone. Et même si ce marché il paraît encore tout petit, je peux vous dire qu'en sous-marin ça prend une sale ampleur. GeForce Now et le Game Pass, tout ça, ça explose tout en ce moment grâce au cloud. Alors il faut certes une bonne connexion pour pouvoir y jouer, mais il faut plus la fibre, c'est terminé, il faut plus une connexion aussi lourde pour pouvoir jouer. Et ça, mine de rien, bah ça diminue les ventes également. Et la raison pour laquelle je pense que ça va perdurer, que ça va continuer et surtout que ça va s'empirer, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver et qui fait polémique fortement, que ce soit à cause du point de vue éthique et danger que ça représente. Mesdames et messieurs, ça s'appelle l'IA, l'intelligence artificielle. L'IA, c'est dangereux pour les artistes. L'IA, c'est dangereux pour tout ce qui est fake, tout ce qui est création de faux contenus photos, vidéos, audio. Avec l'IA aujourd'hui, on peut créer une vidéo totalement fake du président sans que personne ne s'en rende compte, sauf vraiment ceux qui ont le plus l'œil. L'IA vole des dessins pour en créer d'autres, mais l'IA, ça peut être intéressant aussi pour certaines choses comme ChatGPT, même si c'est pas encore totalement fiable. Ça raconte parfois beaucoup de conneries. Mais il y a un domaine dans lequel l'IA est super intéressant et est en développement constant et commence à faire des ravages et commence à vraiment devenir incroyable, et ça, Nvidia l'ont bien compris, c'est dans le jeu vidéo. Mais pas pour tout ce qui est PNJ et tout, non. C'est vraiment l'IA pour le fonctionnement du jeu. L'IA, dans le fonctionnement d'un jeu vidéo, en termes de performance, ça fonctionne super bien déjà, et surtout, ça peut encore plus faire des ravages. Et ça, Nvidia l'ont super bien compris il y a des années, ils sont en train de prouver à tout le monde qu'ils avaient raison, même si moi j'ai bitché un petit peu sur eux là-dessus, avec le DLSS, tout ça, ils sont en train d'écraser absolument tout avec l'IA, et il suffit de voir à quel point ils sont montés en force, parce qu'ils sont devenus les plus riches du monde en fait. Nvidia sont au-dessus de tout, c'est eux les big boss. Voilà, ceux qui vendaient leurs petites cartes graphiques, là vite fait, pour PCIe, on branche et tout, ça finit, ils sont au-dessus. Et oui, l'IA n'est pas pour rien, parce qu'ils sont en train d'en foutre absolument partout. Et dans le jeu vidéo, ils nous l'ont intégré avec le DLSS, qui est donc une technologie qui permet de jouer à des résolutions supérieures en utilisant réellement la résolution inférieure. Ça utilise le deep learning, on peut appeler ça de l'upscale intelligent si vous voulez. Je vais pas tout vous expliquer maintenant, si vous voulez un jour j'en ferai de nouveau une vidéo dédiée, mais bon, ça prend un petit peu de temps à expliquer quand même. Mais en gros, le DLSS permet de jouer avec une qualité grandement supérieure à celle que votre PC pourrait encaisser normalement. Ça a du bon comme ça a également du mauvais. Par exemple, sur la plupart des gros jeux consoles maintenant, ils nous foutent de l'upscale aussi pour pouvoir jouer à des hautes résolutions, ce qui fait qu'on se retrouve avec des trucs un petit peu dégueulasses, et du coup on a le choix entre quelque chose de performant, donc qui affiche plein de FPS, ou quelque chose de haute qualité, mais du coup je vais afficher moins de FPS. Bon, sur console c'est un petit peu chiant, mais sur PC, même si le DLSS a été dégueulasse jusqu'à la version 2.1 je crois, sachant que là on a déjà passé la version 3, avant ça c'était pas beau, ça ressemblait à un espèce d'anti-aliasing un petit peu dégueulasse, ça faisait des contours noirs bizarres, c'était pas beau. Mais là, depuis un petit temps, Nvidia ont vraiment franchi un cap et ont rendu ça vraiment clean, et ça va l'être de plus en plus, je pense. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport du coup avec le marché actuel, avec le jeu vidéo, avec la chute éventuelle du PC? Eh bien, si l'IA dans le jeu vidéo permet pas mal de choses aujourd'hui, comme de pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité en jeu avec un PC un peu moins puissant, en sachant qu'il y en a certains qui le surexploitent ça, hein. Par exemple, le jeu Black Myth Wukong, je pense qu'on ne peut même pas désactiver l'upscale. Je crois qu'il n'y a pas que le DLSS, pour le coup, il y a aussi le FSR, mais bon, le FSR, ça fonctionne pas avec l'IA, c'est des algos, donc c'est pas pareil. Malheureusement, le FSR est vraiment pas aussi efficace que le DLSS. Eh bien, rien que ça. IA côté Nvidia. Microsoft qui compte développer de plus en plus leur nouvel OS avec de l'IA, si tout l'écosystème, si tout le PC fonctionne grâce à ça, et que ça fonctionne aussi bien qu'Nvidia le fait pour les jeux. C'est-à-dire qu'on peut le faire tourner au-delà de ce qu'on pourrait faire normalement. Imaginez un petit peu si on fout ça sur tout un PC. Si depuis les dernières années, les dernières générations, on nous balançait du composant, que ce soit en termes de processeur ou de carte graphique, qui était de plus en plus gros, qui consommait de plus en plus, qui était de plus en plus chaud, c'est parce que là c'est pareil, on avait franchi une sorte de plafond en termes de performance, qui fait qu'on ne pouvait plus mettre autant de puissance dans quelque chose de petit, ils étaient obligés de faire des choses énormes. Si les cartes graphiques sont comme ça aujourd'hui, c'est parce que le refroidisseur est de plus en plus gros, parce que ça chauffe de plus en plus, ça consomme de plus en plus. Et donc il y a quelques années, Nvidia ont trouvé la solution à ça, passer par l'IA pour gagner en performance, sans devoir surenchérir encore et encore dans le côté hardware, le côté composant. Et donc nous faire des trucs qui consomment toujours plus, qui sont toujours plus gros. Leur solution, c'est donc de l'IA, du software. Même si pour faire fonctionner l'IA correctement, il faut quand même modifier quelques petits trucs niveau hardware, niveau composant. Eh bien, imaginez maintenant que l'écosystème aille de plus en plus dans ce sens-là, donc
le processeur, pourquoi pas la RAM, la carte mère, enfin absolument tout pourrait faire fonctionner l'IA au mieux pour que nos systèmes fonctionnent de mieux en mieux sans devoir en faire toujours plus. Ça peut non seulement prédire qu'un jour on finira par franchir un petit peu ce cap qu'on a atteint actuellement au niveau du jeu vidéo, hein. Certes, c'est toujours un peu plus détaillé, ci et ça, mais c'est vrai qu'on bloque un petit peu depuis quelques années. Mais en plus de ça, et du coup, on en arrive là où je voulais arriver, s'il continue dans ce sens-là, donc à utiliser l'IA pour rendre le côté software de plus en plus performant. Ça veut dire qu'un jour, on se basera beaucoup plus là-dessus que sur le côté composant, et donc qu'on va peut-être revenir à des composants qui sont plus compacts, qui consomment moins, qui chauffent moins, parce qu'en moins de 10 ans, on est passé de cartes graphiques comme ça à des cartes graphiques comme ça, et peut-être même à des composants qui seront moins chargés et qui coûteront moins cher à la production et qui, on l'espère, nous seront vendus moins cher, parce que forcément, si ça leur coûte moins cher, ils vont pas d'office nous le vendre moins cher, hein, sauf s'ils veulent s'ouvrir à plus de monde. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout serait réduit vraiment à un format tout petit, comme celui-ci par exemple, en se disant que déjà rien qu'avec ça, on peut faire tourner des jeux en cloud de manière super efficace? Est-ce que si l'IA s'avère aussi bien qu'on le pense, qu'on le prédit, on va arriver avec des composants suffisamment petits et puissants pour rentrer dans des machines comme celle-ci, ou même dans un smartphone comme celui-ci qu'il suffira de brancher un USB-C sur un dock qui sera relié à une télévision, et ensuite on y branchera une manette ou un clavier sans fil, enfin, qu'est-ce qui va se passer si un jour, grâce à cette IA, on atteint vraiment des performances exceptionnelles sans devoir surenchérir tout le temps sur la taille? Certains puristes voudront continuer à acheter leur PC, à acheter tous leurs composants et faire leur machine eux-mêmes, mais comme je l'ai dit, ça reste des puristes. Enfin, je veux dire, nous sommes une niche. Même si on est vraiment beaucoup à acheter nos composants, à monter notre PC, pour en avoir discuté avec certaines marques, le marché du PC déjà tout fait est le marché le plus fructueux, c'est celui où ça vend le plus. Donc ces gens-là, si on leur propose quelque chose de plus petit, de plus performant et de peut-être moins cher, est-ce qu'ils ne vont pas aller dessus? Un gain d'espace, un gain de temps, un gain d'argent, pour la grande majorité des joueurs, tant que ça fonctionne, tant qu'ils peuvent jouer au jeu qu'ils veulent, c'est bon. Et tel que c'est déjà parti aujourd'hui, à ce moment-là, il y a énormément de marques qui vont chuter, puisque déjà, il y en a beaucoup trop. À une époque où le marché était vraiment super fructueux, c'était très bien qu'il y ait beaucoup de marques, et même aujourd'hui, c'est encore très bien comme ça, les gens ont le choix. Mais d'ici quelques années, si on nous vend du matériel comme ceci qui nous permettra de jouer au jeu qu'on veut et même de bosser, hein, parce que je parle beaucoup de jouer, mais il y a aussi ceux qui utilisent leur PC pour bosser, pour faire de la création 3D, du montage, des photos. Ces gens-là pourraient aussi se tourner vers du matériel comme celui-ci. Et évidemment qu'ils vont pas faire du montage vidéo comme ça en chipotant, non, comme je l'ai dit, ça se branche sur un dock, on y intègre un écosystème clavier-souris, un écran, et c'est bon, on a notre PC. Au final, c'est plus ou moins la même conclusion, la même théorie que j'avais pour le monde de la console. Évidemment, je souhaite pas forcément que ça arrive, parce que moi j'aime bien ce format-là tel qu'il est, hein, ce format de PC qu'on emploie aujourd'hui, même si c'est vrai que moins ça prend de place, mieux c'est, et surtout moins ça consomme, mieux c'est aussi pour nos portefeuilles. Mais vu comment les choses avancent aujourd'hui, je serais pas étonné qu'un jour ça arrive. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet, parce que moi personnellement, même si c'est un peu effrayant, ça me fascine. Ça me fascine parce que ça montre qu'il y a quand même de l'évolution, même si au début on n'y croyait pas, hein. Je vous avoue que le DLSS, moi, sur papier, je trouvais ça ouf, mais quand je l'ai vu au départ, je trouvais ça éclaté. Et pour en avoir discuté avec Nvidia, directement chez eux, eux-mêmes admettent l'avoir sorti trop tôt. Le DLSS, c'est une idée qu'ils ont lâchée trop vite dans la nature, alors qu'elle n'était pas encore totalement développée, elle n'était pas comme ils voulaient. Et aujourd'hui, ce DLSS permet d'afficher des choses en jeu qui ne pourraient pas être affichées. Sans lui, ça ne pourrait pas exister. Je vous parlais de Black Wukong tout à l'heure. S'il n'est pas désactivable sur les jeux, c'est parce qu'il est tellement gourmand et mal optimisé que si on le désactive, il n'y a plus aucun PC qui le fait tourner. Dites-vous qu'il est tellement mal foutu niveau optique que même une Cal 1090, ça le fait pas tourner correctement. Donc ouais, j'ai beaucoup espoir en l'avenir du jeu vidéo grâce à l'IA, même si malheureusement il y a des choses qui vont tomber, des choses qui vont disparaître à cause de ça, notamment des marques qui n'arriveront peut-être pas à s'adapter à ce marché, qui n'ont pas mis le pied dedans assez tôt, et il suffit de voir le marché de l'hardware qui continue avec les consoles portables. Il y a eu la Steam Deck, il y a eu la ROG Ally, il y a eu celle des Messi, il y a eu la Legion Go de chez Lenovo, il y a eu les consoles un petit peu hybrides de chez Logitech, Razer, et je sais plus chez qui d'autre, et là récemment il y a encore Zotac qui en ont sorti une. De tous les marques hardware, je pense que Zotac c'est celle que j'attendais le moins là-dessus. Donc ouais, je pense qu'il faut s'attendre à un très grand changement dans les années qui viennent, peut-être pas l'an prochain, peut-être pas dans 2 ans, peut-être dans 4 ans, 5 ans ou même plus tôt, je ne sais pas, hein, ça va tellement vite. Mais je suis persuadé que d'ici 10 ans, les PC comme on les connaît aujourd'hui, donc sous cette forme-là, existeront encore dans certains foyers, mais ne seront plus aussi vendus qu'aujourd'hui, voire plus du tout. Parce que l'IA et le cloud gaming auront changé toutes les normes actuelles. Ne vous méprenez cependant pas, je ne dis pas que le PC va disparaître, que l'informatique va disparaître, je dis juste qu'il va disparaître sous cette forme pour laisser place à autre chose. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas quand on va le voir venir, je pense qu'on va rien comprendre, qu'on va peut-être pas y croire ou alors trouver ça incroyable. Et tout ça, ce sera grâce ou à cause de l'IA et du cloud gaming, selon ce qu'on en tirera au final. Et dans tous ceux qui opèrent dans ce domaine, je pense qu'il y en aura beaucoup qui tomberont, à commencer par les plus gros, puisqu'aujourd'hui les gens cherchent le moins cher, et que tous ceux qui n'auront pas fait le move à temps et qui n'auront pas su s'adapter, vont y passer. Donc force à vous, ceux à qui ça va arriver. En tout cas, c'était mon avis, ma perception de la chose. Je ne suis pas visionnaire,
visionnaire, je ne suis pas devin, donc peut-être que tout cela ne va jamais arriver, mais j'y crois très fortement, et beaucoup de choses que j'ai imaginées, que j'ai théorisées, sont petit à petit en train d'arriver, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui sont arrivées de manière très aléatoire, hein. Par exemple tout ce qui a vu avec le Covid et tout, ça personne pouvait le prévoir, mais par contre la chute qui a suivi, je pense que c'était très facilement prévisible. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires, vos théories, parce que vous avez peut-être les vôtres également. Et bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve ici. Et si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.